Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Aïssata Tall Sall n'a pas attendu la fin de l'audition de Farba Ngom par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale. La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, qui a représenté le maire des Agnam, souligne qu'aucun rapport n'a été présenté par la commission. Les habitants de l'Imam Diarra dans la commune de Medina Fass Mbao en veulent à l'APIX. Selon eux, ils n'ont toujours pas reçu leur indemnisation. La Sénélec veut quant à elle étendre son réseau électrique. 129 millions de francs CFA sur la table. C'est pour connecter 6 localités avec l'appui de la Banque mondiale. Et le syndicat des travailleurs du BTP exprime son inquiétude après la déclaration du président de la République. Ses membres espèrent une solution urgente pour relever le secteur. Au moins 9000 travailleurs sont au chômage à cause de la dette intérieure. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Audition du député Farba Ngom par la commission ad hoc à l'Assemblée nationale. Aïssata Tall Sall fustige la démarche selon la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal. Aucun rapport n'a été présenté. Elle fustige également l'attitude de la commission ad hoc. Aïssata Tall Sall précise que Farba Ngom n'a pas refusé de se présenter devant la commission. Il a délégué. Je vous propose d'écouter les explications d'Aïssata Tall Sall. Lorsque je suis arrivée, j'ai soulevé une question préjudicielle. La question préjudicielle, c'est un problème qu'on pose avant même d'examiner le fond du dossier. C'était quoi ce problème? Ce problème, c'est que personne n'a vu le dossier de Farba Ngom. Depuis qu'on on parle sur des hypothèses, on parle sur des supputations, on parle sur peut-être que, mais personne ici au Sénégal, en dehors de quelques autorités judiciaires, n'a vu le dossier de Farba Ngom. Vous pensez que c'est ça un dossier? Est-ce que c'est les lettres de transmission qui accusent Farba Ngom? Est-ce que c'est les lettres de transmission qui constituent les faits pour lesquels on nous demande la levée de son immunité? Les lettres, elles sont là. Je ne peux pas vous les révéler parce qu'elles sont estampillées confidentielles, mais c'est une lettre du parquet financier au parquet général, une autre lettre du parquet général au ministre de la Justice et enfin une dernière lettre du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Voilà le dossier. Voilà le dossier d'accusation de Farba Ngom. 4 lettres de transmission. Est-ce que ça, pour une commission qu'on a mis en place, mais est-ce que ça, c'est du travail sérieux? Mais mieux que ça, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, elle a constitué une commission d'enquête pour examiner 4 lettres de transmission? Vous pensez vraiment ça? Si c'est les 4 lettres de transmission qui sont la commission d'enquête, il n'y avait pas besoin de commission d'enquête. Il aurait suffi tout simplement de venir en plénière et de dire on lève l'immunité de Farba Ngom. Et j'ai décidé, en tant que défenseur de Farba Ngom, de ne pas m'associer à cette parodie de commission ad hoc. Et j'ai dit au président que si le dossier, le vrai dossier, n'est pas porté à notre disposition, que je quitterai la commission ad hoc, que je ne siégerai pas. Nous restons toujours dans le cadre de cette affaire à Ourossogui. Les militants de l'Alliance pour la République font front commun pour défendre Farba Ngom. Pour les jeunes de la Cogère, il s'agit d'un acharnement politique. Les partisans de Maître Moussa Bocar Thiam s'engagent dans le combat et interpellent le président de la République, Amadou Mardiallo. La résistance s'organise dans la 11e région. À Matam, la coordination des jeunes républicains de la commune ont mis en place un comité de résistance populaire pour défendre le député maire des Agnam, Farba Ngom. Ces jeunes, par la voix du président du conseil communal Abdoulaye Diaw, dénoncent ce qu'ils appellent un acharnement politique du nouveau régime contre Farba. Nous, la jeunesse républicaine du département de Matam, nous montrons notre soutien à l'honorable député Farba Ngom qui est en train de traverser
des moments d'injustice dans ce nouveau régime. En effet, Farba n'a jamais occupé de poste de responsabilité de gestion financière dans l'ancien gouvernement de Macky Sall. C'est pour cela que nous disons que c'est un acharnement politique qui mérite une réponse politique. Nous appelons le nouveau régime à travailler autour des politiques d'équité territoriale et sociale entreprises par Macky Sall. Dans la ville Carrefour, les partisans du maire Moussa Bocar Thiam ont aussi organisé un point de presse avec un port de brassard rouge pour alerter le Premier ministre Ousmane Sonko sur l'affaire Farba Ngom, qu'il qualifie d'injuste. Face à cette situation, ils interpellent le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous voulons mettre en garde et dire à ces aventuriers au pouvoir que l'intimidation ne passera pas. Nous appelons le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui est le garant de la Constitution, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, d'arrêter son Premier ministre incendiaire, qui s'acharne sur toute une communauté. Dans la région de Matam, hommes, femmes et jeunes se sont mobilisés pour apporter leur soutien à Farba Ngom. Et d'autres mobilisations sont prévues dans les 10 communes du département. On note également une présence des éléments de la gendarmerie au carrefour de Ourossogui et un détachement des éléments du groupement mobile d'intervention à Langue Fadel de Matam. Les habitants de Tali Mam Diara, c'est dans la commune de Medina Fass Mbao, expriment eux leur indignation et accusent l'APIX de n'avoir pas respecté les termes de l'accord portant sur l'indemnisation de leurs terrains récupérés par l'État pour des travaux d'intérêt public. Le collectif des impactés exige réparation. Voici son porte-parole, il s'appelle Adam Awad, il est ici au micro de Mamoud Lamine Fati. La première injustice qui a été faite, ou bien qui a été faite, est qu'ils sont venus ici prendre les terrains des gens sans pour autant leur abuser. Et je pense que ceci est une injustice. Et je pense qu'ils le font tout simplement et uniquement à Medina Fass Mbao. Pourquoi? Parce qu'à Medina Fass Mbao, il y a des gens qui ne font pas, comme le dit en Wolof, des yeng-yengel. Donc des gens, ils veulent abuser à cela ou bien ils veulent passer par cette diplomatie qui a été optée par la population de Medina Fass Mbao jusqu'à nous manquer de respect. Parce que aussi manquer de respect, c'est venir faire un bassin et les gens qui habitent dans ces terrains n'ont pas été abusés. Je pense que c'est une injustice qui a été faite. Et après, on a consulté les gens qui devaient être consultés, en l'occurrence le maire de la commune. Le préfet aussi a été écrit, mais aussi on a écrit le ministre chargé des eaux et des assainissements. Nous voulons actuellement qu'ils prennent acte, mais nous allons passer à la vitesse supérieure parce que depuis plusieurs mois, nous avons opté la diplomatie, mais mis à part la diplomatie, nous avons l'opportunité de faire d'autres choses que les gens d'autres localités optent de faire. Parce que je pense que ce sont ces choses qui vont permettre aux gens impactés, mais aussi à la population de Medina Fass Mbao de se soulager. Le collectif de Dialoba de Malika demande, quant à lui, à l'État du Sénégal de lui restituer ses terres après la décision de suspendre des baux qui ont été accordés dans certaines zones. Selon ses membres, il y a urgence car beaucoup parmi eux vivent en location. Fata Mbeng Aïdara est la vice-présidente du collectif Dialoba de Malika. Nous l'écoutons. Nous demandons au président de la République de nous soutenir encore davantage parce que nous avons besoin de construire. Nous avons besoin de papiers administratifs qui prouvent que nous avons aujourd'hui cette décision qui nous soulage. La décision arrive de l'administration territoriale, en fait étatique, je veux dire, de Monsieur le ministre de l'Urbanisme pour restituer les terres aux autochtones, c'est-à-dire aux collectifs qui sont à Malika. Il demande à l'administration territoriale de nous restituer nos terres et nous voulons que ça soit effectif. Nous voulons un habitat sain, un cadre de vie sain, répondant aux normes de l'urbanisme. C'est que cette décision a déjà été prise une fois par l'ancien système. Mais ça n'a pas eu de suivi par l'administration d'avant. Donc, cette même décision, nous nous en réjouissons bien sûr. Mais ce que nous voulons, c'est réellement la formalisation par des papiers adéquats.
Je le disais en titre, c'est l'inquiétude totale chez les professionnels du BTP après la déclaration du président de la République sur l'état des finances publiques à cause du non-paiement de la dette intérieure. 9000 travailleurs sont au chômage, une révélation faite par le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du BTP qui appelle les nouvelles autorités à régler cette question plus qu'urgente, sans quoi l'économie sera à genoux selon Alassane Diaraf Ndaou, joint par Babandiaï. Une dette qui, depuis 2 ou 3 ans, nous courons derrière. Et nous pensions qu'avec les nouvelles autorités, dans le cadre du Djibouti, ça allait être la première chose à être réglée. Malheureusement, ça fait 9 mois qu'on court derrière, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, cette dette, elle est là, elle plombe la trésorerie de nos entreprises. Toutes ces entreprises ont mis en rade plus de 9000 salariés en arrêt, ce qui est dramatique. Au-delà de ça aussi, nous avons connu les suspensions des chantiers, ce qui a plombé encore le secteur, avec notamment le secteur informel, parce que tout le monde sait que le secteur informel aussi occupe une place très importante dans le secteur du BTP au Sénégal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des milliers de Sénégalais sont restés sans boulot, et tout le monde sait que le secteur du BTP, c'est une chaîne de valeur. Et quand le secteur du bâtiment ne va pas, rien n'ira dans ce pays, parce que tout le monde le sait. C'est un secteur où tous les corps de métier y sont. C'est une chaîne de valeur. Tout le monde y est. Quand l'argent ne circule pas dans le secteur du BTP. Tout récemment, au niveau des usines de ciment, on a entendu qu'entre octobre et novembre, ils ont perdu plus de 2 milliards de chiffres d'affaires parce que tout simplement, le bâtiment ne va pas. Et quand le bâtiment ne va pas, le pays n'ira nulle part. Donc je pense que c'est l'occasion, encore une fois de plus, d'interpeller le président de la République, le Premier ministre, afin qu'il trouve les moyens pour redresser ce secteur, parce que sinon, leur gouvernance sera très difficile parce que le pays sera économiquement à terre. Deuxième jour de la conférence des administrateurs et managers publics à Diamniadio. Ce mardi, les travaux se poursuivent à l'ouverture donc de cette rencontre. Hier, le chef de l'État avait fait un diagnostic sans complaisance de l'administration publique sénégalaise avec les limites et ses difficultés. Les citoyens, eux, se plaignent des lenteurs administratives, mais également de la corruption au sein de l'administration. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine. Devant cet hôtel de la place, un groupe de chauffeurs, jeunes et vieux, échangent en pleine discussion. Parmi eux, Babacar Sey fait figure d'intrus. Il n'est pas chauffeur, mais juste de passage pour faire cirer ses chaussures. Pour lui, l'administration sénégalaise est gangrénée par la lenteur, un problème qu'il associe à la corruption. Les lenteurs administratives qu'il faut déplorer. Parfois, on a l'impression que c'est fait à dessein. Parce que souvent, les officiers ou bien les agents retardent nos documents juste pour la corruption, quoi. Souvent. Bon. Je peux donner l'exemple, par exemple, à la mairie ou l'état civil pour constater les mariages. Parfois, il y a des conditions, ils donnent des conditions, par exemple, qui font que les gens sont obligés de décaisser pour que les choses aillent vite. De son côté, le chef de garage abonde dans le même sens. Pour lui, négligence et lenteur sont des fléaux à combattre dans l'administration sénégalaise. Il faut plus de rigueur. Trop d'employés prennent tout leur temps et oublient qu'il y a des citoyens qui attendent. Ils n'arrivent jamais à l'heure. Tu dois commencer à 8 heures, alors viens à l'heure. Si on veut que le pays avance, alors respectons l'heure. Il faut respecter l'heure de travail. Pour améliorer le fonctionnement de l'administration, Moussa Ndiaye, un autre membre du groupe, pointe du doigt des comportements souvent négligés. Il y a des employés qui consacrent leur temps à leurs affaires personnelles pendant les heures de service. C'est ça qui tue le système. Surtout les femmes, petit déjeuner, des détails qui ne font pas partie du travail. À l'ouverture de la première édition de la conférence réunissant administrateurs et managers publics, le président de la République a lui-même souligné de nombreux dysfonctionnements qui freinent l'efficacité de l'administration sénégalaise. Dans la rue, les citoyens s'expriment. Certains réclament la fin des lenteurs et de la corruption. D'autres veulent tout simplement que la négligence disparaisse pour de bon de l'administration sénégalaise.
Elisabeth Grastine, cas d'intoxication alimentaire en milieu scolaire à Dakar. Le service d'hygiène intensifie ses opérations. Des contrôles sont effectués dans les établissements. À cela s'ajoutent des séances de sensibilisation. Le service d'hygiène veut garantir ainsi un environnement scolaire sain. Voici le capitaine Idriss Ndiaye. Il est le chef de brigade régionale de l'hygiène de Dakar. Il est ici au micro de Mamadou Lamine Fatih et de Cheikh Maguette Mbaye. Donc vous savez également qu'un mois en arrière, il y a des cas d'intoxication alimentaire collective qui ont été rapportés. Nous avons tenu compte de tous ces paramètres vraiment pour donner des instructions à toutes les brigades de la région de Dakar de faire régulièrement des descentes au niveau des établissements scolaires. De mettre en exergue 3 composantes importantes pour préserver la santé des populations. Donc la première composante, c'est un peu de voir l'état de l'environnement scolaire, de voir l'état des blocs sanitaires. La deuxième composante, c'est les conditions de préparation, de conservation et de vente des denrées alimentaires. Et la troisième composante qui est extrêmement importante, c'est surtout de voir l'existence de dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon. Parce que ce qu'on a vu un peu dans l'apparition de ces toxi-infections, c'est souvent l'aspect lié un peu au non-respect du lavage des mains à l'eau et au savon. C'est un aspect extrêmement important qu'on recommande souvent au niveau des structures. 129 millions de dollars débloqués pour assurer l'accès à l'électricité à 6 localités grâce à l'appui de la Banque mondiale. La Sénélec veut ainsi étendre son réseau et permettre à de nombreux citoyens d'avoir accès à l'électricité. Satou Diba et Mafalfal pour le compte-rendu. 129 millions de francs CFA, c'est le montant financier pour le projet de la mission régionale d'appui à la 129 millions de francs CFA, c'est le montant financier pour le projet de la mission régionale d'appui à la mise en œuvre de la composante d'accès à l'électricité répartie dans 6 localités, selon Pape Tobiguei, directeur général de la Sénélec. C'est pas le défi. Au vu de l'enjeu de l'électrification rurale et au vu des attentes des populations dans ces zones qui ont été choisies, qui principalement sont les zones les moins desservies en électricité. Donc il faudrait tout faire pour accélérer les projets et c'est le lier effectivement, c'est l'objet de la mission. Comme c'est un projet sous-régional, comme je l'ai dit, il y a des expériences qui sont partagées pour pouvoir lever toutes les difficultés. Le projet, c'est dans 6 localités, Kaolack, Tamba et toute la région sud, donc Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, et pour 1048 localités. Et 70%, en tout cas des localités, sont concentrées dans la zone sud, où, comme je l'ai dit tantôt, c'est la zone la moins desservie. C'est 129 millions de dollars pour le deadline 2027, c'est ça. Au plus tard, en 2027, il faut le réaliser. Elhadj Ibrahima Niang, représentant du ministre des Finances, estime que ce projet d'une grande importance permettra de répondre aux besoins des zones mal desservies. Donc c'est un projet extrêmement important, comme on l'a rappelé tantôt, qui est un projet d'accès à l'électricité et qui, comme le DG l'a dit tantôt, couvre 6 régions. Et l'accès à l'électricité, en tout cas, occupe une place centrale dans le nouveau référentiel déjà des politiques publiques, notamment l'agenda de transformation Sénégal 2050. Et nous espérons, d'ici en tout cas la fin du projet, électrifier le maximum de localités qui sont des zones qui sont malheureusement pas bien desservies. Et nous espérons en tout cas, à travers les travaux qui vont démarrer, parvenir en tout cas à électrifier ces zones-là. Selon Kouaou Mensa Ndiaba, directeur sectoriel énergie, près de 2000 localités ont été électrifiées à travers ce programme. Il revient également sur le projet initié par la Banque mondiale qui vise à connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030. Il y a en tout 2000 localités qui doivent être électrifiées à travers ce programme et il y a essentiellement 1000 localités, soit la moitié, qui sont au Sénégal. Dans la sous-région, on est en train de faire tout ce qui est possible pour pouvoir électrifier le maximum de localités et connecter le maximum de personnes d'ici 2030. Et dans ce contexte-là, je voudrais également mentionner le fait que depuis le 17 avril
2024, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont lancé l'initiative M300 qui vise à connecter 300 millions d'Africains d'ici 2030. Il s'agit bien donc de 129 millions de dollars et 129 millions de francs CFA, comme l'a dit le reporter. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a signé une convention avec Shelter Afrique, un développement banque pour le financement des logements adaptés aux revenus des Sénégalais. Objectif, résorber un gap de 500 000 logements sur 10 ans. Moussa Bala Fofana est le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Il est interrogé par Babacar Seck. Ce qui était important pour nous, c'est que Shelter African Bank puisse adhérer à notre stratégie, parce que c'était déjà un élément important pour nous de voir qu'une institution avec autant d'expérience et d'expertise aujourd'hui considère que le programme sénégalais fait partie des programmes qui a énormément d'avenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a placé la question du logement au centre de notre projet de développement endogène. Pourquoi? Aujourd'hui, 54% des revenus que gagne un Sénégalais est dépensé dans le loyer. C'est énorme. Alors que normalement, c'est autour de 30%. Et tout cela, c'est du fait qu'aujourd'hui, nous produisons 5 000 logements par année. Normalement, le besoin croît de plus de 20 000 logements de demande chaque année. Et on a déjà un déficit depuis 2013 qui était de 300 000 logements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont du mal à trouver un logement qui est adapté à leurs revenus. Et donc, notre objectif, c'est de résorber un gap de 500 000 logements sur une période de 10 ans. Donc, c'est important pour nous, dans cette stratégie à laquelle nous croyons, d'avoir un partenaire stratégique, une banque qui connaît les réalités africaines, qui a travaillé avec plusieurs autres pays qui ont réussi leur stratégie. Pour nous, c'est un partenaire qui peut nous aider dans notre working progress de voir quelles sont les choses que nous pouvons améliorer. Le district sanitaire de Kafountine a bénéficié de l'appui de la société G-Sonde, spécialisée donc dans l'extraction de zircon à Niafrang. Une ambulance et des lampes solaires ont été mises à la disposition du district sanitaire de la localité, l'initiative qui s'inscrit donc dans le cadre des engagements pris pour soutenir les villages non loin donc des sites d'exploitation de zircon. Simon Ndiaye est le directeur technique de G-Sonde au micro d'Assenba. Depuis 2023, alors que nous avions entrepris la phase d'installation et de développement de notre projet minier, nous avons initié plusieurs actions sociales, notamment l'achat de nattes de prière et de matériel sonore pour notre grande mosquée, la participation à la construction de l'église d'Abéné, l'acquisition de panneaux solaires pour fournir de l'électricité au forage. De plus, nous avons fièrement soutenu de nombreux programmes sociaux et religieux de notre communauté. Dans le contexte du Founi Diabankunda, englobant Abéné et Kabadjo, G-Sonde a entrepris des initiatives significatives, notamment le forage d'eau pour approvisionner Kabadjo, Niafrang et Kunkoudjang en eau, ainsi que l'extension du réseau électrique dans les quartiers de Djakoy allant jusqu'à Niafrang. La liste donnée par le chef de village de Bandjekaki est plus complète que la mienne. Ces réalisations représentent un investissement de plus de 100 millions de francs CFA. En décembre 2024, nous avons commencé à construire une route d'accès au village d'Abéné depuis Albadar, s'étendant sur 4,27 km en revêtement bitumé. Un projet d'infrastructure essentiel dans le cadre de notre programme RSE. De même, nous construirons une route d'accès depuis Bandjikaki vers le village de Kabadjo et Niafrang, s'étendant sur 4,69 km au courant de l'année 2025. Aujourd'hui, nous sommes honorés
de remettre une ambulance médicale et des lampes solaires au bénéfice du district de Kafountine. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour un entretien spécial. Donc reçoit ce soir Mao Diouf, membre donc Taxawu Sénégal, responsable, membre donc de l'équipe de la communication de Barthélémy Diaz. Mao Diouf est donc notre invité de ce soir. Au revoir.